Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. À 4 mois de l'élection présidentielle, l'agitation contraste avec le silence sur les 369 partis politiques légalisés au Cameroun par le ministère de l'Administration territoriale. Une poignée seulement a clairement annoncé sa participation au scrutin d'octobre prochain. Chez ces formations déterminées à défier le RDPC, l'actualité est intense. Consultation pour une candidature unique de l'opposition, congrès d'investiture, levée de fonds pour les campagnes ou meetings rythment l'agenda. À l'inverse, c'est le flou qui domine ailleurs. Pour la majorité des partis, l'incertitude persiste à quelques semaines de la convocation du corps électoral. Un silence qui s'accompagne parfois de luttes internes pour le leadership où les investitures trahissent une certaine impréparation. Une ambiance peu rassurante pour les électeurs appelés à faire leur choix le jour du scrutin. Question, pourquoi seule une dizaine de formations politiques émergent-elles du lot sur près de 400 partis politiques enregistrés au Cameroun? Que font les autres? Où sont-ils? L'analyse de nos invités, c'est à suivre dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, place au journal. En ouverture, des travailleurs de la Cameroun Development Corporation, CDC, exigent impérativement le paiement de 44% de leurs arriérés de salaire accumulés de 2018 à 2025. Ce mardi matin, ils sont descendus dans les rues de Tico pour manifester, scandant des slogans et brandissant des pancartes pour réclamer ces rémunérations impayées depuis des années. Hormis ces arriérés, les manifestants demandent également le règlement des allocations familiales, des frais de voyage, de congés et des primes d'évaluation. On fait le point avec Fondre Marquez. Some workers of the Cameroon Development Corporation took to the streets once again, demanding unpaid wages. The CDC workers in Tico claim that management owes them 2 years' worth of salaries and 8 years' worth of arrears, spanning from 2018 to 2025. We get arrears on appraisal. We get money for 2023, yes, 2024. We get money we says they never pay with family allowance. We get 44% for old arrears salary. They accuse management of failing to meet its promises, citing irregular salary payments and ignoring their pleas for leave, appraisal and family allowances. We get leave traveling allowance with the Nova payer. So we don't know whether management it get conscience for the workers. And then we take pay will not per sleep. When they take pay, they know they give we per sleep for more than 1 year now. When we general manager, if he take power, if he suspend appraisal for 6 years, he say he will amend the corporation at least may boom. But that 6 years reach, things that the instead was now worse. We don't work for empty 6 years without appraisal for all workers there for CDC. Last December, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, announced at an enlarged gathering at the CDC headquarters that 15.7 billion CFA francs, part of government's bailout funds, was intended to pay CDC workers this year. À Douala, les habitants du quartier Lobessou, dont les maisons ont été marquées pour démolition, déménagent progressivement, même si certains demandent un délai supplémentaire. Sur l'axe où sont situées leurs habitations, sont prévus des travaux d'aménagement de la route Carrefour Lobessou lundi, Mbangé, initié par la mairie de ville de Douala. Notons que la mairie leur a donné un délai avant les démolitions liées à la libération des emprises prévues le 5 juin, un délai jugé court en raison du manque de moyens financiers nécessaires pour leur déménagement. Un argument qui ne passe pas auprès des agents municipaux déployés sur le terrain pour sensibiliser la population affectée.
appelé à évacuer la zone avant jeudi, jour où la démolition est prévue. D'autres précisions avec Giresse Azangué et Fondre des Marquez. Occupants of houses and makeshift stores earmarked for demolition by the Douala City Council have begun relocating elsewhere. On a engagé sa priorité pour vouloir déménager les choses. Donc, demain jeudi, après-demain jeudi, on va commencer les casses. Donc, pourvu que la route passe. On est obligé de retirer le conteneur et retirer le toit. Donc, d'ici demain matin, nous, on va libérer. Sinon, ça m'énerve tellement. Je ne sais pas où je vais aller. Quand je parle là, ça m'énerve tellement. Je ne sais pas où je vais aller. Mère de beaucoup d'enfants. Je ne sais pas. Je vais porter, je vais essayer de voir le bailleur pour déposer mon conteneur. While others are making plans to vacate the area before Thursday, some are pleading for more time. Ça, c'est un atelier mesuré. Déménagement, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie financière, en main-d'œuvre également. C'est un travail de groupe. On the ground, elements of the Douala City Council have been sensitizing the population to quit the area before the scheduled day for the past 3 months, as confirmed by this lady. On a averti, la mairie a vraiment fait son travail. Donc on passe tout le temps, on nous avertit. Ça fait pratiquement 3 mois. Donc on passe. Avant ça, on disait toujours qu'on va casser. However, some of the affected persons and business owners welcome the initiative but hope that the action is genuine. Nous sommes confus parce que ce n'est pas la première sortie du super-maire. La dernière fois, on a fait un communiqué, je pense que ça fait il y a 2 mois. Les casses avaient été annoncées, mais après, rien n'a été fait. Ça, c'est le deuxième communiqué. Et déjà, nous ne savons pas de quel côté la route va passer. The buildings and shops marked for demolition are part of a project to construct a road linking Carrefour Lokbesu to Lendi and Bangue, all located in the Douala 3 and 5 subdivisions. Dans un autre registre, des compensations sont exigées pour les commerçants délocalisés du marché de la gare de New-Belle. Maître Foussé Dominique Nicole, avocate et représentante de la centaine de commerçants mécontents, déclare que le conseil municipal de Douala 2e devrait les dédommager suite à ce qu'il considère comme une expulsion injuste. Une déclaration qui intervient à la veille d'une audience prévue au tribunal de première instance de Bonondjo, opposant les commerçants à la mairie de Douala 2e. Écoutons à ce propos l'avocate dans cet extrait par Giresse Azangué. Les règles de droit ne sont pas respectées. Le terrain sur lequel le nouveau marché est bâti est un terrain qui appartient au domaine privé de l'État. Et je ne dois pas vous cacher que j'avais saisi le ministre des Domaines qui n'était pas au courant de l'installation de ce marché et qui avait décidé de créer une commission et qui avait, je crois, touché Douala 2 pour cela. Bon, ça n'a pas prospéré. Le marché a été créé. Le marché comporte 800 boutiques. Mes clients, à l'heure actuelle, sont 212. Donc on peut trouver facilement une solution de recasement pour eux, à condition d'en avoir la volonté. Donc je pense qu'il est de l'intérêt de l'État de trouver une solution de recasement pour ces commerçants, puisque le dossier, juridiquement, rien ne tient. Le terrain n'appartient pas à la commune. 2. Le conseil municipal n'a pas été associé. Aucune décision du conseil municipal. Aucun budget n'a été présenté au conseil municipal. Donc on voit bien que sur le plan du droit strict, rien n'est régulier. On ne peut pas dire qu'on veut que les choses se passent de façon droite et que rien ne soit régulier, rien ne soit acté. Donc il est légitime que nous soutenions. Nous sommes dans une période un petit peu sensible. On doit tenir compte quand même des populations et des familles qui en vivaient. Ce sont ces mêmes familles qui votent demain. Donc on doit tenir compte pour des raisons d'opportunité, pour des raisons sociales, pour des raisons juridiques. On devrait pouvoir tenir compte de la vie et tout au moins de la vie de ces 400 familles. Ces 400 familles, ce n'est pas rien. Et de son côté, la ville de Douala est en quête de partenaires pour son essor. Présent à la 3e édition des Journées économiques internationales des collectivités du Cameroun, ouvertes hier à Yaoundé, le maire de Douala, Roger Mbassandine, a exposé une série de projets pour moderniser la ville avec un besoin de financement estimé à 2000 milliards de francs CFA.
Objectif, séduire des partenaires comme le MEDEF. Parmi les priorités, une voie de contournement de 45 km, 13 000 lampadaires solaires, des parkings aériens à Bononjo, un aérogare est-ouest entre Yassa et Bojongo, une usine de valorisation des déchets à PK27, entre autres. Des projets pour faire de Douala une métropole durable. Sur cette vision d'avenir, le maire s'est confié à notre reporter Julien Bapungué. Douala a un besoin d'investissement énorme que nous ne pouvons pas remplir avec le seul moyen. Je parle ici même d'investissement en équipement public. Je ne parle pas encore d'investissement de production. L'équipement public. Ils ont besoin de partenaires. Douala lance chaque année sous son propre budget à peu près des marchés pour à peu près une cinquantaine de milliards. Mais c'est insuffisant pour satisfaire la demande sociale. Presidential Minute. C'est une institution qui joue un rôle essentiel au Cameroun dans l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel tranche en dernier ressort les litiges à tous les niveaux du processus quand ils n'ont pas pu être solutionnés par les acteurs de premier niveau. C'est lui qui rend le résultat de l'élection légale. On l'évoque depuis le début de cette rubrique sans en savoir plus sur son identité. Arrêt sur une institution qui cristallise toutes les attentions à chaque scrutin présidentiel avec Roland Tapi. Institué dans la nomenclature juridique du Cameroun par la Constitution de 1996, le Conseil constitutionnel venait combler un vide et remplir des missions jadis dévolues à la Cour suprême en ses lieux et places. L'article 46 de la Constitution le définit comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois et est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Selon l'article 47, il statue souverainement, entre autres, sur la constitutionnalité en plus des lois, des traités et accords internationaux, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application. En d'autres termes, une fois qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale, une fois que le Cameroun s'apprête à ratifier un accord international, le Conseil constitutionnel vérifie que ces lois et accords ne sont pas en contradiction avec la Constitution. En plus de veiller sur les lois, le Conseil constitutionnel, au terme de l'article 48, veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires et en proclame les résultats. En cas de contestation sur la régularité de l'une de ces élections, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. En cas de contestation sur la régularité d'une consultation référendaire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Le Conseil est composé de 11 membres, dont l'intégrité morale et l'objectivité sont établis. C'est du moins ce que recommandent les textes. Ils sont nommés par le président de la République pour un mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable et désignés à raison de 3, dont son président par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. À ces 11 se joignent les anciens présidents de la République qui siègent à vie. Au Cameroun, il a fallu attendre 22 ans après la Constitution de 1996 pour qu'il soit mis sur pied effectivement par un décret le 7 février 2018 et ses premiers membres nommés le même jour. Les membres actuels sont Clément Atangana, le président, Florence Rita Aré, Émile Essombe, Paul Shoji Koui, Jean-Baptiste Baskouda, Sandamba Oumarou, Charles-Étienne Lekenendonfak, Amadou Tidjani, Adolphe Mikwaché, Aaron Lokmo Belek et Ouli Ndongo Monique. C'est à ces derniers que reviendra pour la deuxième fois de l'histoire du Cameroun la lourde responsabilité de proclamer les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Presidential Minute.
Parlant de la santé de la mère et de l'enfant, la deuxième édition du prix africain du leadership en santé PASLA 2025 est annoncée du 4 au 6 juin dans la ville de Yaoundé. Face à la presse, les organisateurs ont souligné l'importance de l'événement qui vise avant tout à stimuler des échanges constructifs, à dégager des solutions concrètes pour améliorer les soins et à rendre hommage aux professionnels de santé à travers tout le continent. D'autres précisions dans cet élément de Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Le coup d'envoi de la deuxième édition du prix africain du leadership en santé PALSA 2025 a été donné ce 2 juin dans la ville de Yaoundé. À travers une conférence de presse, l'événement s'annonce comme un hommage continental à ceux qui œuvrent sans relâche pour sauver des vies. Donc vous aurez au niveau national le prix d'hôpital de référence, le prix d'hôpital de deuxième catégorie, le prix d'hôpital régional, le prix d'hôpital de district. Et au niveau africain, ça sera la même chose. Vous aurez le prix de la polyclinique, le prix de la clinique, vous aurez le prix des centres de recherche. On saura également, d'après les critères scientifiques et le grand public, quelle est par exemple la meilleure émission de santé. Sous le thème « Santé de la mère et de l'enfant, état des lieux en Afrique et perspectives », cette édition se veut un carrefour de réflexion et d'action concrète pour renforcer les systèmes de santé à travers le continent et d'encourager l'excellence. C'est la combinaison de ces deux critères, c'est-à-dire le vote populaire qui compte pour 20% et l'évaluation des critères qui portent sur l'administration, sur le leadership, sur la qualité des prestations, sur la réduction de la mortalité, parce qu'il s'agit de ça, amélioration de la qualité de santé des populations, donc diminution de la mortalité, qui compte sur 80%. C'est l'association de ces deux items qui va donc nous permettre de pouvoir désigner les meilleurs. Au-delà des trophées, PALSA 2025 compte valoriser l'humain dans le système de santé, donner de la visibilité à ceux qui travaillent avec courage et abnégation et créer une dynamique positive autour de la santé publique. Dans quelques jours seulement, la célébration de la l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton. Dans les marchés, l'ambiance monte progressivement, notamment chez les vendeurs de bétail de Yaoundé. Le marché est bel et bien lancé, mais comme chaque année, les prix font réagir. Entre la hausse du coût du transport depuis le nord et le renchérissement du bétail, les vendeurs évoquent une conjoncture moins favorable qu'en 2024. L'on apprend qu'un mouton, un bon d'ailleurs, se négocie à partir de 120 000 francs CFA et peut atteindre 150 000 pour les plus gros gabarits. Sébastien Oyébé et Julien Bapongué, de retour du marché à bétail des Taudis à Yaoundé, nous font vivre l'ambiance à l'approche de la célébration. Reportage. Une douche pour séduire la clientèle à l'approche de l'Aïd el-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Entre les enclos improvisés et les bêlements des moutons fraîchement arrivés, les commerçants s'activent au marché du bétail des Taudis à Yaoundé. Mais cette année, l'ambiance est teintée d'inquiétude. Les prix ont pris l'ascenseur. Oui, le marché a déjà commencé. Mais cette année, le prix est un peu élevé, mais ce n'est pas comme l'année passée. Ici, au marché du bétail d'Itoudi, ces commerçants pointent du doigt l'augmentation des coûts d'achat au nord, principale zone d'élevage du bétail, ainsi que des frais de transport en nette hausse. Par rapport, le transport est cher et le mouton aussi est cher toujours. C'est pour cela que le prix est élevé ici à Yaoundé. Il y a trop de dépenses. Les tarifs sont clairs. Comptez entre 120 000 et 150 000 francs CFA pour un mouton bien portant. Les animaux vendus en dessous de 100 000 sont qualifiés de moins attrayants par les commerçants. Non, ça dépend des gabarits. Ça dépend des gabarits. Mais le mouton de moins de 100 000 quand même, ce n'est pas présentable. Mais à partir de 150 000 maximum le plafond. Malgré l'installation des premiers vendeurs, la ruée des acheteurs ne s'est pas encore déclenchée. Les vendeurs se veulent toutefois optimistes. Voilà les moutons qu'on a amenés pour vendre. Bon, on attend d'abord voir, comme ça n'a pas encore commencé. Oui, bon, bientôt, d'ici à partir de demain, ça va commencer à passer le marché. Sur les lieux, l'ambiance reste conviviale. Les vendeurs préparent les enclos, discutent avec les curieux et gardent le sourire. Alhamdulillah, Inch'Allah, la fête va se passer bien, Inch'Allah.
Un marché encore frileux, les prix élevés, mais une foi intacte. Les musulmans de Yaoundé s'apprêtent à célébrer l'Aïd avec espoir, malgré le défi économique du moment. Et il n'y a pas que les musulmans de Yaoundé, c'est toute la communauté musulmane qui est donc rentrée dans la dernière ligne droite avant la Tabaski, une fête musulmane qui se célèbre le 10e jour du mois Dhul-Hijjah. Selon les Saintes Écritures, ces 10 premiers jours marquent les jours les plus importants du calendrier hégirien. Sur la symbolique de ces jours, je vous propose d'écouter les explications de Aliou Murtala Al-Khali, l'un des imams de la grande mosquée de Ngaoundéré. Il est au micro de notre correspondant Amadou Bello. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé et il a dit il n'y a pas de jour que les bonnes actions sont aimées et appréciées par Allah subhanahu wa ta'ala plus que ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Donc il est recommandé à un musulman de répéter les bonnes actions, de lire le Coran, de faire des sacrifices, d'aider les pauvres, de faire tout ce qui est bien. Et les bonnes actions sont, multipliées durant ces 9 premiers jours. Pour celui qui a la capacité de jeûner, il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours de ce mois. S'il n'arrive pas à jeûner les 9 premiers jours, il peut quand même jeûner encore le jour de Arafat. Bon, maintenant le jour d'Arafat, c'est le point culminant de toutes ces actions. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, à quoi s'occupe la pléthore de partis politiques légalisés au ministère de l'administration territoriale? Sur les 369 formations politiques censées mener des activités de sensibilisation et de mobilisation en cette période de poussée de température de la fièvre électorale, à peine 10 leaders de l'opposition sont actifs sur le terrain. Et même parmi ces derniers, on en trouve de toutes les tailles et de couleurs, des plus sérieux aux moins sérieux qui pactisent avec le pouvoir. Mais entre-temps, certains apparaissent et disparaissent au gré des élections. D'autres se servent de leur parti à des fins de marchandage et de clientélisme politique. Une autre catégorie est presque invisible, de jour comme de nuit. La lecture de Jean-Paul Chouniette. Sur les 369 partis politiques légalisés au ministère de l'administration territoriale, les leaders plus ou moins visibles sur le terrain se comptent à peine au bout des doigts d'une main. Des acteurs qui animent l'espace politique en tout temps et en tout lieu. C'est Paul Biya du RDPC, Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi du PCRN, Joshua Ossi du SDF, Patricia Thomaye Nondamjoya de l'UDC, Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, Issa Chiroma Bakari du FSNC, l'UPC avec ses querelles internes, Pierre Kouemo de l'UMS, Anissé Ekane du Manidem, Cyril Sambaka de l'AFP, Banda Kani du NMP, Serge Espoir Matomba du PURS, entre autres. Seulement, même dans cette poignée de partis qui font tout pour exister, il n'est pas exagéré de dire que certains de ces hommes politiques amusent véritablement la galerie, changeant tels des caméléons jouant à double jeu, de jour avec l'opposition et la nuit avec le pouvoir. On y vit et voit un peu de tout. Ceux qui disparaissent à la fin des élections et réapparaissent à l'approche des échéances électorales pour tenter de convaincre sans conviction les électeurs. Entre leaders sérieux et amuseurs publics, le peuple, loin d'être dupe, sait très bien distinguer le bon grain politique de l'ivraie de la roublardise. Si peu importe la musique chantée et le pas de danse de tous ces acteurs dans l'arène politique, au moins ils ont tout le mérite de faire du bruit pour ne pas sombrer dans la léthargie et l'oubli d'au moins 300 partis politiques nés et morts le même jour, avec des leaders vivant dans l'ombre, sans jamais tenir un seul meeting public, pour ne pas dire une réunion statutaire, ces militants se résumant à sa seule personne, et si possible quelques membres de la famille ou des copains. Sans siège, ces partis sont nombreux à vadrouiller dans des mallettes depuis leur création et légalisation. La situation pousse à questionner si certains sont devenus des fonds de commerce et des marchandages politiques. À quoi servent tous ces centaines de partis politiques anonymes? Comment s'occupent-ils à quelques mois d'une échéance aussi cruciale que la présidentielle d'octobre 2025? Et que dire des partis jugés sérieux? Se préparent-ils comme il se doit pour séduire l'électorat camerounais à voter pour leur leader le moment venu? Leur travail peut-il permettre à l'opposition de détrôner le système UNC-RDPC qui dirige le Cameroun depuis 65 ans?
Et la vie des partis politiques. À quelques semaines, la convocation du corps électoral nous intéresse ce soir. Pour en parler, Claver Nkodo est communicant pour le compte du Peuple Uni pour la rénovation sociale, le PURS. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Bonsoir à vos téléspectateurs, téléauditeurs. Merci également pour l'invitation. Dikoume Bonjo est conseiller de la présidente de l'UPC. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. La présidente me charge de vous remercier particulièrement parce que nous pensions que Balafon avait oublié l'UPC. Non, quand même. Comment oublier l'UPC quand ce parti fait partie des 369 partis politiques légalisés au Cameroun? Et un autre qui fait partie des partis politiques légalisés au Cameroun, c'est le PCRN. Et on a justement un représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Samuel Andy. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Bonsoir, Pépin Bikaï, analyste politique. Bonsoir Claude, bonsoir mes companélistes. Alors, à quoi s'occupent les partis politiques à quelques semaines de la convocation du corps électoral, à quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain? Je voudrais commencer par vous, Samuel. Le PCRN, il fait quoi en ce moment? Bon, le PCRN ne fait rien de particulier, si ce n'est ce qu'il a toujours fait depuis le 11 mai 2019, lorsque le président national Cabral Libye a pris ce parti. Et avant ça, il y a eu le mouvement OMC, 11 millions de citoyens, qui est la mouvance qui est là aujourd'hui, qui porte ce parti. Il faut bien que les gens le sachent. N'eût été le refus de l'administration de légaliser le parti Les Citoyens. C'est effectivement ce nom qui sera aujourd'hui le porte-étendard de la candidature du président Cabral Libye. Mais néanmoins, il a pris un parti en 2019 et il a fait de ce parti l'un des grands aujourd'hui au niveau du Cameroun. On a vu dernièrement au niveau du défilé, on a vu un peu partout. Nous sommes avec environ 78 000 militants qui se sont mobilisés le 20 mai sur l'étendue du territoire, sur près de 340 circonscriptions pour défiler. Ça, c'est malgré les interdictions. Malgré les interdictions et malgré les zones à risque, comme le nord-ouest. Par exemple, dans les zones comme Menchoum, là on parle de beaucoup d'attaques des séparatistes. La Menchoum, dans le nord-ouest. Voilà, dans le nord-ouest. Et donc, le PCRN continue à faire son travail qu'il a toujours fait. Nous sommes sur le terrain des inscriptions sur les listes électorales. Vous savez, c'est notre leitmotiv que nous avons. C'est avec ça que nous nous engageons dans l'aspect politique en 2017, inscrire les populations sur les listes électorales. Ça a toujours été ça notre activité principale. Donc, pour l'instant, nous continuons à attendre. Nous attendons. Nous savons que d'ici 15 à 18 jours, le corps électoral sera convoqué. Donc, nous attendons. Et le PCRN qui a déjà son candidat? Oui, effectivement. Lors du dernier congrès, du deuxième congrès ordinaire du PCRN, à Koulafamba, il a été désigné, le président national Cabral Libye a été désigné comme le candidat du parti à la future élection présidentielle d'octobre 2025. Et au sein du PURS, on connaît également le candidat Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire au PURS, a été investi. Finalement, au PURS, on compte cheminer seul au moment où on prône la candidature unique en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Permettez-moi de présenter le PURS. Oui, et son premier secrétaire, qui n'est autre que Serge Espoir Matomba, c'est un jeune homme politique de 46 ans qui a fondé ce parti alors qu'il avait 18 ans, alors qu'il avait 28 ans. Et ce parti vient de célébrer ses 15 ans d'existence illégale. Serge Espoir Matomba est également un opérateur économique qui emploie aujourd'hui 150 Camerounais dans ces différentes entreprises, parmi lesquelles il y a une grosse entreprise de communication que vous n'ignorez pas, j'espère. Oui. Voilà. Donc le PURS n'est pas une aventure. Le PURS, ça donne une vision
porté par un leadership idéologique qui est incarné justement par Serge Espoir Matomba, dont le nom, quand il est abrégé, renvoie à son excellence, monsieur Serge Espoir Matomba. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le PURS n'est pas à son premier galop d'essai. Vous étiez déjà là en 2018. En effet. Et vous avez déposé une candidature en 2011 qui n'avait pas été validée. Qui n'avait pas prospéré, elle n'a pas été validée, mais nous sommes revenus à l'assaut en 2018. Nous en sommes sortis avec un score qui est un indicateur, qui pour nous sert d'indicateur et qui nous a beaucoup appris sur la complexité du jeu politique. Aujourd'hui, nous revenons en 2025 parce que justement, Serge Espoir Matomba a été investi par le parti le mois dernier au cours d'un congrès ordinaire qui s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé. Aujourd'hui, nous revenons sur l'arène politique dans le cadre de la présidentielle avec un projet de société précis qui tourne autour de la souveraineté de notre pays. Le projet politique du PURS ne ramasse pas à gauche, ne ramasse pas à droite, ne fait pas dans les cosmétiques, se concentre sur la souveraineté de notre pays, tout au moins pour honorer l'esprit panafricaniste qui a animé nos dévanciers, qui ont été sacrifiés sur l'autel de la prédation occidentale, sur l'impérialisme français. Le PURS se présente donc, rentre de plein pied dans le jeu politique comme étant un parti fédérateur, un parti qui ose, un parti qui a l'audace d'aborder la politique en cherchant, en explorant, en posant des questions de fond et en explorant des solutions durables et définitives en faveur de la souveraineté du Cameroun et surtout du mieux-être des Camerounais dans un cadre où régneront naturellement la justice et la prospérité. Donc pour nous, c'est pas une aventure, pour nous c'est une ambition que nous cherchons à réaliser. À 46 ans, lorsqu'on est quand même à la tête d'un parti qui existe depuis près de 15 ans, je crois qu'il y a lieu de réaliser, surtout que la population de la jeunesse camerounaise est assez élevée. Donc on a tous les arguments nécessaires pour pouvoir dire notre mot au cours de la prochaine présidentielle au Cameroun. On aura le temps de revenir sur ces arguments-là au cours de l'émission. Un autre parti qui fait partie, une autre formation politique qui fait partie des plus anciennes, c'est l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. On a vu beaucoup de candidatures déclarées. À l'heure actuelle, qui est le candidat finalement de l'Union des populations du Cameroun pour la présidentielle de 2025? Ce que vous avez vu et dont vous témoignez là est le résultat de ce que l'Union des populations du Cameroun subit au Cameroun depuis sa relégalisation en 91. L'Union des populations du Cameroun a toujours vécu, malgré les difficultés, les interdictions, les dissolutions voulues par l'administration, aussi bien coloniale que post-coloniale. Donc, ces entraves-là font que un certain nombre de patriotes, j'ose pas les appeler UPCistes, se présentent comme UPCistes et disent que leur candidat, c'est le RDPC. Qu'est-ce qu'ils font à l'UPC? D'autres se lèvent pour dire qu'ils sont d'authentiques UPCistes et réunissent 3 ou 4 copains et disent « Nous sommes le candidat de l'UPC ». Je voudrais dire ici de manière solennelle que l'UPC est un vieux parti expérimenté et qui a l'habitude des difficultés. Il arrive donc de manière sereine dans ce brouillard qu'on essaie de créer autour de lui pour dire qu'il est un et indivisible parti pour la promotion du bien-être des Camerounais. Ça, c'est la volonté ou la réalité? C'est la réalité. Et donc, pour répondre à votre question, l'UPC, à l'heure actuelle,
n'a pas encore désigné son candidat. Parce que pour la désignation des candidats à l'UPC, il y a une démarche qui ne date pas d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont passés par des chemins bizarres, là, sont des candidats. Ils s'autoproclament, n'importe qui peut dire ce qu'il veut, dans un pays où même vous, les médias, n'osez plus vous servir de vos connaissances, de votre appréciation de la réalité pour dire ce qui se passe là ne peut pas être la réalité. Mais ce qui se passe et ce qui est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs factions au sein de l'UPC. Et qu'au sein de l'Union des populations du Cameroun, c'est chaque faction qui désigne finalement son candidat. Peut-être la vôtre ne l'a pas encore fait. Dit, il n'y a pas plusieurs factions à l'UPC, il y a une UPC. Il y a une UPC qui est dirigée par Madame Habiba Issa, qui a été élue en 2017. Depuis, un certain nombre de ses camarades ont bricolé, avec l'aide de l'administration, des enfants bis. Mais un parti, comme les autres sont présentés, a une autorisation légale. Les autres qui sont nés donc après, leur légalisation s'est faite comment? Comment ils sont devenus des UPC bis ou TERS? C'est cela le problème. Et pour la compréhension des Camerounais, les médias devraient être beaucoup plus regardants. Il y a des prétendus UPCistes qui pensent que l'UPC n'a plus les capacités de proposer quelque chose d'important pour le devenir du Cameroun. L'UPC, la seule, se donne comme mission d'apporter la contradiction à toutes ces apparences fictives, mais qui ont des répercussions dans la compréhension des préoccupations des Camerounais. Donc, dans quelques semaines, l'UPC désignera son candidat, présentera son programme et annoncera une démarche qui le conduira à l'élection présidentielle. Donc l'UPC va également se lancer dans la course à la présidentielle de 2025. Vous venez de le dire, le nom du candidat sera connu dans les prochains jours. Oui. De votre point de vue, ceux qui ont été annoncés jusqu'ici comme candidats ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ok. Pépin Bikaï, à l'heure actuelle, au sein de beaucoup de formations politiques, il y a encore ce flou ou bien ce brouillard. On ne sait pas qui sera candidat, qui ne le sera pas. On ne sait pas s'ils vont effectivement participer à la présidentielle ou non. Est-ce que, à ce moment précis, dans ce contexte, c'est justifié cette incertitude ou bien cette impression d'impréparation qu'on observe au sein des formations politiques de certaines? Incertitude, oui, nous sommes là dans le cadre d'une démocratie censitaire, c'est-à-dire une démocratie d'élite. Cette incertitude aussi peut être construite sur le prisme du fait que cette élection est une élection lourde en termes de mobilisation humaine, mais également en termes de mobilisation financière. Or, la quasi-totalité des partis politiques dans le jeu électoral actuel ne disposent pas assez de moyens conséquents pour pouvoir assumer cette élection. Il ne faut pas oublier que la loi électorale de 2012 a ramené la caution à 30 millions, pratiquement, dans un pays où le SMIC est pratiquement à 36 000 francs. Il faut compter à peu près 1 à 3 milliards pour pouvoir battre campagne en deux. C'est même parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le Cameroun, c'est 442 km, 475 442 km de superficie. C'est une subdivision la plus minimale de 360 communes, la moyenne de 52 départements et puis de 10 régions. Donc pour un candidat qui veut aller à l'assaut de l'électorat, il faut qu'il soit capable de pouvoir arpenter la quasi-totalité des espaces du pays.
à défaut d'avoir des relais sur ces espaces-là capables de pouvoir servir de courroie pour éventuellement la vulgarisation de son projet de société. Donc, lorsque nous sommes sur cette présentation-là, on se rend compte que très peu de partis politiques et très peu de leaders peuvent effectivement s'aventurer à l'élection présidentielle. Donc ça sera un peu ce qui permettra forcément de répondre à votre deuxième assertion qui parlait de l'incertitude. Oui. Voilà. Donc cette incertitude également est conçue parce que quel qu'en soit les cas, au Cameroun, il y a à peu près 22 partis politiques qui ont un droit légal d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Mais ces 22 partis politiques également sont cantonnés peut-être à 1 ou 2 représentants au niveau des municipalités. Donc forcément sur le prisme de la loi, ils sont éligibles. Mais sur le prisme du déploiement, ces partis politiques, pour la plupart, ne peuvent réellement pas présenter un candidat à l'élection présidentielle compte tenu des éléments que j'ai pu avancer précédemment. Bon, du coup, il y a un jeu de coalition, de coopération, de fusion-absorption, de déclaration de soutien, qui est un jeu qui est loin d'être un jeu de dupe. Parce qu'en contrepartie, il y a une rente derrière ce type de néologisme qui naissent justement à cette période et forcément qui vont disparaître après l'élection de 2025. Donc, il y a un rapport de force. Peut-être ces néologismes économiques, bien géopolitiques naissants, permettront de préparer de manière plus sereine les élections locales de 2026, quel qu'en soit les cas. Pour bien aller en guerre, il faut s'armer des munitions. Et donc, la meilleure façon de s'armer de munitions en politique, c'est de l'argent. Donc, si on essaie de faire des déclarations, des fusions-absorptions, des soutiens à tel candidat ou à tel autre, ça va forcément nous rapporter un peu de prébande, nous permettant de mieux nous déployer, peut-être dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 circonscriptions électorales, peut-être nous permettant également de continuer à exister politiquement. Samuel Andy, parlant justement du facteur argent, on a vu au sein du PCRN une levée de fonds lancée par le président Cabral Libri. Est-ce que c'est justement justifié par le fait que des partis politiques ne disposent pas forcément des moyens de leur politique ? En fait, on ne peut pas parler de disposer des moyens de la politique. Vous savez, dans tous les partis politiques, que ce soit en Afrique, au Cameroun, que ce soit en Europe, lorsque les campagnes électorales arrivent, ce sont souvent des grands moments de mobilisation des partisans, donc des militants et des sympathisants, mais également des mobilisations financières. Ce n'est pas seulement le fait des partis politiques au Cameroun. Ce que je peux seulement rappeler, c'est que, si on peut le dire, au Cameroun, Cabral Libri a montré aux gens, depuis 2018, qu'on peut aller à la recherche, effectivement, de ces finances auprès de ceux dont on sollicite le suffrage, c'est-à-dire que le peuple. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'il a pu atteindre des objectifs qu'il a atteints en 2018. Et aujourd'hui, sans avoir un parti politique, sans être un an après avoir pris le terrain des institutions sur le terrain, dans l'institution sur les listes électorales en 2017, un an après il est candidat, il a obtenu 6,28%. Nous savons aujourd'hui que nous sommes sur près de 350 communes sur les 360. La dernière fois, avant-hier, on était en train d'installer le comité de base de Akuluzok vers Ambam, sur la route qui va au Gabon. Il y a tellement d'espaces que nous occupons, et cela n'est pas en vain. Plus nous descendons sur le terrain, plus nous allons vers celui dont on sollicite le suffrage pour son bien-être. Et effectivement, lorsqu'il comprend le projet de société, effectivement, lorsqu'on l'appelle pour contribuer 1000 francs, effectivement, il contribue. Nous ne sommes pas un parti qui, jusqu'aujourd'hui, est capable d'offrir, comme les autres achètent souvent on dit souvent qu'ils achètent les suffrages. Nous allons plutôt pour que les sympathisants, effectivement, contribuent à ce que l'objectif de notre lutte soit atteint, celui de la rupture et le progrès. Est-ce que c'est cette stratégie qui avait été adoptée en 2018? Vous avez parlé du pourcentage du PCRN en 2018, 6,28%. C'est
ce pourcentage-là qui vous met un peu plus de pression, ou alors c'est l'objectif, c'est le contexte, renverser le RDPC, prendre le pouvoir, s'installer et tout dire? Cet objectif ne peut pas nous mettre la pression puisque nous ne nous en contentons pas. Cet objectif, nous partons de là pour montrer que à ce moment-là, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui et nous avons pu le faire. Et 5 ans, 6 ans, 7 ans après, nous avons réussi à bâtir quelque chose qui est 100 fois plus fort que 2018. Et nous estimons donc qu'en réalité, nous avons la capacité aujourd'hui de challenger le candidat au pouvoir en termes d'image, en termes de projet de société, en termes de mobilisation sur le terrain. Le PCRN aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes forces politiques de notre pays. Pépin, il y a des formations politiques qu'on voit quand même sur le terrain. Mobiliser les électeurs à s'inscrire sur les listes électorales, parce que l'opération pourrait s'achever dès la convocation du corps électoral, donc un peu plus tôt que d'habitude. Au regard de l'ambiance, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, contrairement à l'ambiance de 2018? Il y a quand même l'engouement. Est-ce qu'il y a la mobilisation est différente compte tenu du contexte, de l'enjeu de cette élection? Non, il faut dire une réalité. Si on fait un peu une étude historique en arrière, les Camerounais ne votent pas, ou bien ne vont pas aux élections. Je pense que le taux d'abstention en 2018 était caracolé à 48% sur les près de 6 millions d'électeurs qui étaient inscrits sur le fichier électoral. On a eu à peu près 3 50 000 concitoyens qui sont allés aux élections. On s'est assorti avec pratiquement soit 11% pour le président de la République qui remplissait son 7e mandat, 14% pour le candidat du MRC et 6,28% pour celui de l'univers à l'époque. Donc, en 2018, c'était la même ambiance. C'était ce fort engouement, Andy l'a rappelé tout à l'heure avec le mouvement 11 millions, qui a écumé l'espace politique national dans l'optique de pouvoir vendre ce message d'inscription sur les listes électorales. Lorsqu'on parle du mouvement 11 millions de citoyens, on n'exclut pas le déploiement des autres leaders. À cette époque-là, le MRC, le PUS, l'Église catholique, la société civile, tout le monde s'y est mis. Pour quel résultat à la fin? C'est la grande interrogation. On avait au moins 48% des personnes qui ne sont pas allées voter. Donc, on reprend avec la même stratégie en 2025, en faisant croire qu'en fait, c'est peut-être c'est l'ultime voie pour les citoyens de pouvoir sanctionner le régime. On est également dans les mêmes proportions. Les chiffres qui ont été publiés la dernière fois varient entre 7,5 millions et 8 millions d'électeurs. Donc, on n'a pas tellement progressé. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le gros challenge maintenant est de faire en sorte que ces 8 millions d'inscrits sur liste électorale puissent sortir de leur maison le jour du vote et aller voter. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que ces électeurs que nous sensibilisons au quotidien, le jour du vote, ils vont plutôt au bar. À cette période, les bars sont interdits, les bars sont fermés. Oui. Mais les gars murmurent à l'intérieur des portes fermées. Pendant ce temps, il y a élection. Pendant ce temps, il faut aller exprimer son devoir citoyen. Pendant ce temps, il faut aller contrôler le vote. Donc, il y a aussi une dichotomie entre le discours tenu par les leaders politiques et la réalité sur le terrain. Et c'est ce que la plupart des leaders politiques ne veulent pas aller chercher. Pourquoi cette désapprobation sur la chose publique, sur la chose politique au Cameroun depuis le retour au multipartisme? Vous allez vous rendre compte que la scène politique est teintée des mêmes personnes, des mêmes noms qui reviennent. Pourquoi cette scène politique ne féconde pas d'autres leaders, d'autres opinions? Pourquoi les batailles politiques au Cameroun sont assez colorées à une catégorie de personnes? Tout à l'heure, je parlais d'une élection sans éther. Si vous revenez en 2032, on essaie de faire passer le temps rapidement, et quand on verra en 2032, vous verrez que ce sont les mêmes acteurs qui seront encore à la course en 2032 que ceux de 2025 et que ceux de 2018. Donc, quel qu'en soit le cas, lorsque nous sommes sur cette lecture-là, ça construit la désapprobation du peuple, la désapprobation du citoyen. Parce qu'en réalité, il a comme l'impression qu'on lui sert un menu déjà connu pour les résultats forcément qui seront connus. Si on a M. Biya candidat en 2018, on l'a certainement en 2025. Peut-être en 2032, il serait hors course. Vous voyez que quel qu'en soit les cas, pour le citoyen, il sait d'entrée de jeu que le résultat peut être orienté de ce côté au détriment de l'autre côté. Parce que ça peut être les mêmes acteurs.
C'est qu'ils sont en train d'expliquer que les mêmes acteurs occupent la scène depuis 30-40 ans. C'est-à-dire, ces acteurs n'ont pas été capables de féconder d'autres acteurs issus de leur rang. Sur 40 ans, on a quand même des leaders qui sont restés présents des partis politiques pendant plus de 35 ans. Le feu Damjoya, le feu John Fundi. C'est-à-dire que président des partis politiques devient comme une profession parallèlement. Mais paradoxalement, ces partis politiques-là voient arriver une multitude de militants qui n'ont pour seul rôle que d'applaudir et de militer. C'est ce qui plombe un peu le jeu de la démocratie camerounaise et qui inféode un peu sa vitalité. Donc, forcément, ça impacte sur le taux d'abstention. Maintenant, il y a les éléments. La contingence internationale, l'élection en avril 2024 du jeune Diomaye Faye. Peut-être ça peut être un catalyseur. Pourquoi pas avoir aussi un jeune leader, un jeune dirigeant, leader président demain. Ça peut être un catalyseur. Je ne sais pas quel est autre événement international sur le plus qu'on peut mettre comme un élément qui peut faire en sorte que les Camerounais sortent et aillent voter. Mais sinon, restons sur les exigences de 2018, parce que 2018, on était sur le terrain. On a fait énormément d'efforts. On a sensibilisé, mais on a eu 48% de nos compatriotes qui ne sont pas allés voter. Donc près de 3 millions de nos compatriotes qui sont restés à la maison, certainement au bar, quand les bars étaient fermés. Oh, vous l'avez dit, hein, Pépin, les Camerounais s'inscrivent, mais ils ne votent pas. Évidemment, au sein des formations politiques, on le sait déjà, puisque les Camerounais donc s'inscrivent et ne votent pas, qu'est-ce qui est fait en ce moment au niveau du PURS? Le PURS parle très peu d'opérations d'inscription sur les listes électorales, je peux me tromper. Derrière, il y a votre intention de sauver le Cameroun, redonner au Cameroun sa souveraineté. Est-ce que l'électeur fait partie de vos premières priorités? Si c'est le cas, qu'est-ce qui est fait pour lui, pour le convaincre d'aller voter, de s'inscrire même déjà sur les listes électorales? L'électeur est au centre de tout notre intérêt et je pense que nous menons des actions sur le terrain par rapport aux inscriptions. Nous menons même des actions de communication à travers nos canaux habituels pour susciter un intérêt auprès des électeurs de s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est vrai que nous avons horreur du tintamarre, mais nous le faisons à travers les canaux qui sont les nôtres. Donc, une élection, pour qu'elle soit crédible, il faudrait qu'il y ait une participation massive des électeurs. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Nous misons davantage sur le programme, sur notre projet de société, pour intéresser les électeurs à se tourner vers nous. L'expert, l'analyste en faisait allusion tout à l'heure. Vous savez, le Camerounais est fatigué par l'offre politique qui tourne autour des concepts tels que changement, tels que étudier à tout prix. Les Camerounais sont fatigués de ça. Les Camerounais veulent un discours qui est proche, beaucoup plus proche de leur émancipation collective, bien sûr. C'est pour ça que le PURS s'engage dans la voie de la souveraineté, et ce n'est pas un hasard. La devise du PURS, c'est souveraineté, justice et prospérité. Alors, ça renvoie à quoi? Vous voyez que ça renvoie aux questions de fond, aux questions fondamentales. Donc, les Camerounais font face au quotidien. Si un pays n'a pas de souveraineté, vous pensez que ce pays-là peut se développer ou peut connaître la paix, peut connaître la prospérité? C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Les partis qui sont en liste et que nous allons affronter bientôt ont leur projet de société. Nous avons le nôtre. Nous nous concentrons sur notre projet de société pour intéresser le Cameroun non seulement à s'inscrire, mais également à voter pour nous le moment venu. Parce que nous pensons en ce moment avoir une offre politique qui peut apporter davantage à tous les Camerounais sans discrimination en ce qui concerne le développement et surtout la souveraineté de ces pays. Parce que tous les problèmes de ces pays sont liés à l'absence de notre souveraineté. Vous vous rendez bien compte que l'héritage culturel de tout ce qui sont sacrifiés pour ce pays, c'est-à-dire il faut commencer par les Lok-Priso. Ils sont quand même les premiers, hein. Les Lok-Priso, les Osenda-Fana, pas les Osenda-Fana, Osenda-Fana c'est hier. À Yaoundé, on a quand même eu des gens comme Ongwa Bisogo. Charles Tangana, c'est hier. Ongwa Bisogo, même chez les mutilés considérés comme un collabo, je suis désolé. Mais il y a eu des gens qui ont sacrifié. Oui, qui ont sacrifié
qui ont sacrifié, donné de leur vie. Quand vous entendez parler d'un quartier, vous êtes appelé Taomiti. Et Taomiti, en Eondo, ça signifie la mare de sang. Vous savez ce qui s'est passé? Les Allemands ont décimé des chefs qui étaient en réunion et qui étaient en train de comploter pour combattre, pour attaquer la base allemande qui était située au bord de l'actuel lac central de Yaoundé. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là qu'il faut ressusciter dans la mémoire collective pour que les Camerounais puissent s'inspirer déjà de leur culture, de l'histoire et de leur histoire pour se projeter en faveur de leur souveraineté, en faveur de leur autodétermination aussi et en faveur de leur émancipation. Et nous, à notre niveau, nous essayons, nous n'essayons même pas, nous mettons un point d'honneur pour communiquer sur l'histoire, la culture et surtout sur le rappel de la mémoire de tous ces héros qui sont dans l'oubli afin que les Camerounais se reconnaissent à travers nous parce que nous n'allons pas, nous irons à l'élection présidentielle, non pas comme figurants, mais comme des gens qui ont un projet ambitieux sous le prisme du panafricanisme et du panafricanisme dans l'intérêt de notre pays. Mais est-ce que ce projet de société ne s'inspire pas un peu de ce qui se fait à l'Ouest, du vent de l'Ouest qui souffle? On a vu le premier secrétaire au PURS avec le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. La technique de prise de pouvoir au Burkina Faso, elle inspire le PURS? Sinon, quel était l'objet de la rencontre? On sait que Serge Espoir Matomba fait quand même le tour. Serge Espoir Matomba, c'est un civil qui porte, qui défend un idéal, qui défend une idéologie. Il est certainement évident que le bilan de ces jeunes chefs d'État qui ont accédé au pouvoir du côté de l'Afrique de l'Ouest, des États membres de l'AES, pourrait inspirer. Pas inspirer en tant que tel, pourrait susciter des vocations, parce que lorsqu'on voit ce qu'ils font pour leur pays, vous voyez un pays comme le Burkina Faso qui est en train de se transformer totalement, vous voyez le Niger qui est en train de se débarrasser, qui a réussi à se débarrasser d'Orano, nous sommes d'accord dessus, vous voyez le Mali qui s'est approprié l'exploitation et la transformation de son nord. Vous imaginez un seul instant si le Cameroun pouvait seulement s'approprier la transformation de son bois qui sort en brume là, en produit fini, vous savez ce que le Cameroun pourrait devenir? Le Cameroun sera aussi développé que le Botswana qui s'est approprié justement l'exploitation et la transformation de son diamant. Les questions de fond de notre pays ne sont pas des questions cosmétiques. C'est des questions, comme je dis, c'est des questions de fond. Il faut avoir le courage et l'audace de les aborder frontalement, de quitte à ce que le peuple juge à travers vos prises de position, à travers votre idéologie que vous développez, s'il est avec vous ou s'il n'est pas avec vous. Dans quel cas, vous devez aller poursuivre simplement le combat. Serge Espoir Matomba, c'est 46 ans, c'est un jeune. L'actuel président a quel âge? Les leaders des autres partis politiques ont quel âge? Donc nous pensons que le temps joue en notre faveur, mais ce n'est pas pour autant que nous allons dormir sur nos lauriers. Nous travaillons en profondeur, nous travaillons à fond pour que le message, pour que les masses critiques s'approprient notre projet de société qui tourne autour simplement de notre devise, souveraineté, justice et prospérité. Simplement. Au sein de l'Union des populations du Cameroun, vous l'avez dit tout à l'heure, Diko Mbonjo, il n'y a pas encore de candidat, mais l'UPC a certainement une vision pour 2025. Une vision que va porter le candidat qui sera désigné à l'issue de la rencontre que vous avez annoncée tout à l'heure. C'est quoi cette vision? C'est quoi ce projet? Qu'est-ce que l'UPC prépare ou prévoit pour le Cameroun de demain? Je vais répondre à votre question, oui. Mais avant, je voudrais dire 2 mots sur ce qui a été dit autour des élections. Ok. Le Cameroun a le malheur d'avoir des dirigeants qui ont conçu et sont en train de réaliser leur vision de la démocratie autour de seules élections, la multitude des partis, vous en avez structuré 360 et des médias. Les Camerounais ne se parlent pas dans le quartier pour dire qu'il y a des ordures ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et parce qu'ils ne se parlent pas, pourquoi ils vont se mobiliser pour aller voter? Parce que quand ils auront voté, et ça fait encore un des débats forts, la Constitution a dit, voter les gens, ils vont représenter
la nation entière. Donc ce n'est pas le mandat entre l'électeur et l'élu. On ne contrôle pas l'action de l'élu. À partir de ce moment, on va le voter donc pour faire quoi? Ça me permet d'introduire donc la réponse à votre question. Notre vision commence par là. La démocratie doit être un retour à la parole individuelle, la capacité d'énoncer les intérêts privés et de se battre pour ces intérêts privés. Nous organiser pour que l'intérêt général sorte du privilège du chef de l'État pour devenir une affaire de négociation entre les intérêts privés. C'est la vision de l'UPC. De dire qu'il faut que les Camerounais, certains Camerounais, ne soient pas toujours les perdants dans l'intérêt général. Quand on voit les projets ici, on dit bon, on a une compagnie aérienne dans laquelle on déverse des millions et des millions. Combien de Camerounais prennent cet avion-là? Alors que plein de Camerounais envoient les enfants à l'école, ils sont obligés de supporter des frais qui dépassent leur pouvoir d'achat. Donc, notre politique va être centrée sur ça. Faire en sorte que les Camerounais reprennent la parole pour parler de leurs problèmes et de chercher les moyens de les résoudre. Quand ils auront trouvé les moyens de les résoudre, les élections prendront une autre connotation parce qu'elles redeviendront un mandat que les populations donnent en disant « On vous élit conseiller municipal, voici ce que nous attendons de vous dans notre quartier. » Si ce n'est pas fait, on prendra acte que vous êtes un bandit politique qui est venu nous tromper et on saura quoi faire après. Aujourd'hui, on n'a rien. Nous avons vu l'élection présidentielle de 2018, c'est celle la plus proche, dans laquelle le candidat qui a gagné l'élection n'a même pas ouvert la bouche. On a voté pourquoi? C'est lui qui a gagné l'élection. Il n'a même pas parlé aux Camerounais pour leur dire voici les engagements que je prends. À la fin de chaque année, il dit oui, l'année prochaine sera comme ça. Quand le moment arrive, le bilan qu'il fait n'a rien à voir avec les engagements qu'il a pris. Et on continue. C'est cette irresponsabilité-là. Et l'expert, faites attention, quand vous portez un titre et que vous le portez contre les populations, notre vision vous interpelle. Mais à quel moment il a été contre les populations? Il a dit une réalité. Il a présenté une réalité. Était au bar. Bon, mais il a présenté une réalité que les Camerounais ne vont pas voter. Mais son expertise devait l'amener à dire ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire que... C'est une donnée collectée, et puis d'une manière brute, elle n'est pas synthétisée. On a enlevé l'essence de l'élection. Qui a le mandat? S'il n'y a plus de lien entre l'individu qui va voter et l'individu qu'il élit, pourquoi il va aller voter? Donc, en gros, vous voulez redonner confiance aux Camerounais, remettre les Camerounais au centre de tout. Mais là, il reste quoi? Il reste 4 mois. Est-ce que 4 mois suffisent pour redonner confiance aux Camerounais? Est-ce que ce n'est pas un projet qui aurait dû ou qui aurait pu être mis sur pied et mené depuis des années, depuis la dernière élection, pour que au moins cet objectif soit atteint avant l'élection? Voilà, madame, vous parlez comme si vous étiez une étrangère au Cameroun. Combien de meetings de partis ont été autorisés pendant 7 ans-là? Presque rien. Vous parlez à la population où? Quand? Sans faire de la subversion. Or, la campagne électorale est une porte ouverte où on parle aux populations. Mais elle ne dure que 2 semaines. Mais les 2 semaines suffisent.
si votre discours est cohérent, vous lancez des idées qui vont germer, qui vont porter, qui vont commencer à donner de l'espoir aux Camerounais. Les Camerounais se sont battus. Ici, peut-être, ils sont jeunes, ils n'ont pas connu ça. Pendant l'événement, les Camerounais se sont battus. Ils ont demandé la l'administration à personne. Ils ont été tués. En 2008, ils se sont levés. Ils ont été tués, mais ils se sont battus. Donc, les Camerounais ont les capacités. Mais nous avons des institutions qui ne leur permettent pas d'exprimer leur ambition. C'est cela que l'UPC veut leur redonner en leur disant notre parti s'est trompé. Notre parti s'est trompé il y a 34 ans en signant une alliance suicidaire avec le RDPC. Et malheureusement, c'est le secrétaire général lui-même qui était un des signataires. Donc ça a donné l'impression que toute l'UPC s'était engagée dans cette voie. Aujourd'hui, l'UPC est né sous le feu qui brûlait et est en train de porter son message initial, celui des années 50. Elle a parlé tout à l'heure de la collecte des fonds pour aller aux Nations Unies. On a collecté l'argent de la population. Donc c'est des démarches qui sont des démarches traditionnelles de l'UPC. En tout cas, l'une des figures présentées comme candidat de l'UPC a d'ailleurs lancé une collecte de fonds pour sa campagne. Oui. En passant, je signale qu'il a lancé à son nom, pas au nom de l'UPC. Bon, mais il est candidat porté par une faction, puisque vous ne le reconnaissez pas, par une faction de l'UPC. Non, pour vous montrer comment il fonctionne. L'UPC est un parti avec une démarche bien structurée. Quand un de ses candidats devient militant après avoir été désigné candidat à l'élection présidentielle, ça montre qu'il ne connaît pas ce parti-là. Donc il va faire des choses comme un braqueur. Donc je vous réitère que l'UPC a une démarche structurée, cohérente. C'est noté. Donc, on comprend que l'enjeu en ce moment pour les partis politiques, c'est de s'adresser d'abord aux électeurs, aux potentiels électeurs, à la population, aux citoyens qui doivent s'inscrire sur les listes électorales, qui doivent voter le moment venu. On a appris hier que le PCRN prépare un meeting à Paris au mois de septembre. L'honorable Cabral Libi sera de ce côté pour s'adresser à la diaspora. Hier déjà sur ce plateau, on revenait sur le meeting du professeur Maurice Kamto à Paris qui a quand même mobilisé plusieurs militants et sympathisants pour porter son message et pour convaincre certains. C'est ça l'enjeu, c'est quoi l'opportunité de se retrouver de l'autre côté quand au Cameroun, on n'arrive pas à s'adresser à ces militants ou à ces potentiels électeurs? Avant de venir à votre réponse, il faudrait que nous comprenions des éléments. Je pense que dire que les Camerounais ne prennent pas part à l'élection parce qu'ils ne s'intéressent pas ou alors qu'il y a des candidats, le fait que les candidats soient ceux-là qui sont là pendant des années, les mêmes, ainsi de suite. Je pense que c'est mal connaître la sociologie politique du peuple camerounais ou la psychologie politique du peuple camerounais. Il y a un problème à cela. Je pense que dans ce sens-là, il y a des exemples à l'étranger. Vous avez vu, Barbo a été pendant combien d'années opposant à Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, mais il a fini par remporter une élection. Non, pas Alpha Condé. Je ne reste pas seulement en Afrique. Le président Mitterrand a été longtemps opposant à la droite française
Et il a fini par remporter une élection. Silvio Berlusconi, et au niveau de l'Italie, ça a été la même chose. Le fait de rester longtemps à la scène en tant que candidat ou alors dirigeant d'un parti politique n'est pas ce qui influence en réalité le fait que les populations, les citoyens aient l'éducation politique. Parce que nous sommes ici sur une situation d'éducation politique. Et je pense que les Camerounais ont un problème qu'il faut aller chercher dans l'histoire politique de notre pays. C'est quoi le problème? Le Camerounais a été exclu de la désignation de ceux de ses représentants depuis l'arrivée de la question électorale dans notre pays. Que ce soit dans les années 40 avec le choix des différents représentants, les Charles, le petit-fils de Douala Mangabel, et ainsi de suite, que ce soit eux, que ce soit au moment de choisir les représentants de l'ALCAM, que ce soit au moment de désigner le chef de l'État avec l'indépendance en 1960, que ce soit au moment de la réunification, aucun moment les Camerounais n'ont été consultés pour cela. On n'a jamais eu un chef d'État qui est arrivé au pouvoir pour sa première fois. Je ne parle pas de la réélection, je parle de la première fois, qui arrive au pouvoir au Cameroun pour la première fois à travers le suffrage du Camerounais. Donc les Camerounais ont été exclus par des méthodes coloniales et ce sont ces mêmes méthodes qui ont continué. Et ces méthodes étaient quoi? Lorsqu'il y avait des revendications, c'est de la répression. Et nous avons hérité de cela. Moi, je me rappelle de certains parents qui nous disaient souvent, lorsqu'on était au lycée, que lorsqu'il y a ces choses là-bas, n'allez pas là-bas, on va vous tuer. Parce qu'on savait qu'en réalité, dans les années 60, 70, laisser les jeunes aller s'exprimer sur le terrain politique, c'était comme s'ils allaient creuser leur tombe. Il y a le fait qu'on vous disait... moi j'avais ma grand-mère qui me disait souvent il faut faire attention, les murs ont les oreilles. Donc c'est le fait qu'on a martyrisé le peuple camerounais en faisant tout pour l'empêcher de s'exprimer sur le terrain politique. Et ce n'est donc pas à comparer avec le Sénégal, ainsi de suite, où la culture politique est avancée depuis la décolonisation. Et il faut encore revenir sur quelque chose. Même lorsque les Camerounais ont commencé à s'intéresser à cette situation, on a développé des discours dans les laboratoires, la politique aux politiciens, les études aux étudiants, l'école aux écoliers, ainsi de suite. On a tout fait et c'est avec même certains leaders politiques sur le terrain qui s'expriment et qui parlent. Lorsque les médias sont arrivés, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus arrêter l'émancipation politique des Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? On verrouille les meetings politiques, comme il le disait tout à l'heure. Il n'y a plus la possibilité, même lorsque vous voulez faire une simple réunion de 5, 6, 7 personnes, vous devez la déclarer et attendre l'autorisation. Si elle ne serait pas autorisée, ce n'est pas possible. On a donc verrouillé de telle manière que les leaders politiques ne puissent pas... Parce que l'un des éléments, l'une des responsabilités des partis politiques, c'est la formation des militants, la formation des citoyens, c'est-à-dire que la culture politique. Et cela n'a jamais été le cas. Et l'engouement que nous voyons depuis, je vais parler là de 2017, ainsi de suite, est dû à une certaine contingence. Vous vous souvenez que 2017 est quand même, ce sont comme les années charnières de la crise anglophone. Où à un moment donné, tout le monde estime que vraiment, on a le ras-le-bol, ce n'est plus possible. Vous savez qu'à une certaine année, à une certaine période dans ce pays, la crise anglophone n'existerait pas, n'aurait pas existé. Mais si elle a pu arriver là où elle est arrivée, c'est parce que les gens, à un moment donné, ont crié au ras-le-bol. C'est vrai qu'il y a eu des récupérations qui étaient très loin des revendications qui étaient faites par ceux qui ont commencé à manifester au départ. Mais c'était une exaspération. Et ça a donc donné cet engouement qui a vu une émulation des populations. Malheureusement, il faut le reconnaître, c'est que beaucoup de ceux-là qui étaient mobilisés en 2018 et ainsi de suite, beaucoup regrettaient de ne pas être inscrits sur les listes électorales. Et on a eu les résultats que nous avons eus. Nous sommes allés sur le terrain. Après ces résultats, nous avons compris ce qu'il fallait. Nous avons pris la peine d'aller domicile après domicile pour aller expliquer, pour aller
donner de la motivation aux Camerounais. Et aujourd'hui, nous savons que les Camerounais ont cette envie Vous avez joué de votre sortir rôle, mobiliser les citoyens. aller voter. Ils ont cette envie. Aujourd'hui, nous ne croyons pas au niveau du PCRN que nous avons un problème de sortir aller voter. Nous croyons plutôt que nous avons un problème de surveillance du vote au soir de l'élection présidentielle, le jour de l'élection présidentielle. Mais ce n'est plus sur la participation. Parce que nous savons qu'en 2025, comme d'ailleurs en 2018, la participation était plus forte que 2011, il faut le reconnaître. La participation sera encore plus forte qu'en 2025. Et maintenant, lorsque je reviens sur la question, vous avez posé la question de l'opportunité sur le meeting sur la diaspora. Je crois que ça rejoint ce que vous disiez quand on muselle un peu les formations politiques. Aujourd'hui, le président Kabila Libi ne veut pas parler à la diaspora parce que les citoyens sont muselés. Il va parler parce que c'est quand même les chiffres de décembre, du 30 décembre 2024 nous parlent quand même de 26 000 électeurs. C'est pas rien. Ça veut dire que s'il a la possibilité d'aller tenir un discours au niveau de la diaspora pour les amener quand même à s'intéresser et pourquoi pas à accompagner le parti dans cette élection présidentielle, vous savez, ce sera quand même intéressant. Et s'il prend la peine d'y aller, c'est parce qu'il sait qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Une seule voix, madame, je vous le dis, en élection présidentielle surtout, une seule voix, une seule. Si vous savez là où vous devez aller la chercher, vous avez l'obligation d'aller la chercher. Mais est-ce que on remarque un peu de plus en plus que certains leaders de partis politiques, notamment de l'opposition, misent sur la diaspora? Est-ce que la diaspora est véritablement une voix vraiment, parce que c'est la diaspora, même s'il y a plusieurs membres, est une voix qui compte, qui peut changer les choses, qui a prouvé qu'elle pouvait changer les choses au regard des expériences précédentes? Non, je pense que l'attrait ou bien l'intérêt que un certain nombre de leaders jettent sur la diaspora, il y a autre chose qu'à leur mobilisation. Angela a dit tout à l'heure, c'est 26 000 électeurs sur un potentiel de près de 6 000 de nos compatriotes qui sont installés à l'étranger. 6 millions autant pour moi. Donc sur 6 millions, si vous avez 26 000 électeurs à la diaspora, c'est un problème. Bloqué par la double nationalité. Voilà. Donc il y a là aussi le problème de double nationalité. Mais le déploiement des leaders également, il y a autre chose, la logistique. Tout simplement. Lorsqu'on va à une élection, on a besoin d'une logistique conséquente. Et vous avez parlé tout à l'heure que l'élection présidentielle sanctionne la démocratie censitaire, c'est-à-dire la démocratie des élites. Ce n'est que l'élite qui va à cette élection-là. Et donc, ceux qui sont fortunés sont les seuls à être présents à la course. Pour être donc présent à la course, il faut mobiliser une bonne logistique. Et la diaspora, actuellement, est peut-être le seul courroie qu'on peut utiliser. N'oubliez pas également une chose. Les lois sont tellement verrouillées au Cameroun qu'il faut trouver des stratégies pour pouvoir exister politiquement. Le Cameroun interdit le financement des partis politiques par des fonds venant de l'étranger. Ça veut dire que par exemple, le cas du MP, de l'UPC, qui peut avoir un parti sœur, qui, heureusement pour eux, ont combattu contre le colon en Angola, ils sont arrivés au pouvoir et gèrent le pouvoir, en fait, conservent le pouvoir en Angola. On connaît très bien les amitiés qui lient le MPLA en Angola et l'UPC. Il y a beaucoup de camarades qui se voient régulièrement, qui sont reçus au plus haut niveau du côté de l'Angola. Lorsque peut-être un candidat de l'UPC est engagé à l'élection présidentielle, il est normal que le MPLA, qui a des amis à l'intérieur de l'UPC, puisse les accompagner dans le cadre de l'élection. Mais si le MPLA le fait, pour le cas d'un candidat de l'UPC, c'est un financement illicite. C'est interdit. Au Cameroun. Au Cameroun. Donc, pour que le candidat de l'UPC puisse s'en sortir, il va falloir qu'il réfléchisse autrement que les 1000 francs dont parlait Andy, parce qu'il sait très bien que c'est largement insuffisant. On ne va pas à l'élection présidentielle avec 1000 francs mobilisés au sein des électeurs. C'est impossible. 1000 francs, oui, pour aller pour 100 000, si vous avez 100 000 personnes qui contribuent 1000 francs, c'est 100 millions. Ça peut atteindre le milliard. Si on a besoin de 1000 francs pour aller aux Nations Unies le 20 décembre 1952, ça peut marcher. Parce que ce n'est qu'un moyen de transport dont on a besoin. Mais si on a besoin de 1000 francs pour aller rencontrer les Camerounais de l'arrière-pays,
Parce qu'en réalité, c'est dans les grandes agglomérations qu'il y a une sorte de vitalité démocratique. C'est là où on perçoit peut-être qu'il y a... Mais en arrière-pays, la vie est rythmée par les travaux champêtres, par les questions économiques, par les questions sociales. Un peu moins des questions politiques. Un peu moins. Donc, pendant l'élection présidentielle, il faut aller à la conquête et à la rencontre de ces personnes-là. Parfois, l'arrière-pays est désenclavé. Il faut mobiliser une ressource, une logistique conséquente. Et là, on dispose de peu de temps pour le faire. Voilà, j'ai évoqué ça tout à l'heure, en 2 semaines, 475 000 km², c'est pratiquement impossible. Donc on va essayer de sillonner les zones qui sont urbanisées pour pouvoir présenter sa vision de société. Et le doyen le disait tout à l'heure. En fait, vous ne commencez pas à taper le tam-tam dès la fin de l'élection présidentielle 2018. Vous ne pourrez pas le taper 2 semaines après. Et je suis d'accord. On ne permet pas aux leaders, aux représentants des partis politiques de s'exprimer. Parce que les partis politiques ne s'expriment que sur un milieu qu'on appelle l'espace. Si un parti politique va s'exprimer à l'intérieur de la maison, ça devient une réunion familiale. Ce n'est plus de la politique. Si les partis politiques ne peuvent pas occuper de l'espace, ça veut dire que techniquement, sur 7 ans, les partis politiques n'existent pas. Ils renaissent à la veille d'une élection présidentielle parce qu'en réalité, il faut crédibiliser la démocratie camerounaise. Mais la démocratie camerounaise se veut évolutive, constructive. Les partis politiques doivent mener librement leurs activités sur le terrain sans contrainte administrative. Donc, la diaspora aujourd'hui est un palliatif. Tout le monde doit y aller pour essayer de pouvoir mobiliser ce qu'ils peuvent mobiliser pour pouvoir aller à cette élection. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas évident. Le financement des partis politiques, pour ceux qui ont des élus, ne représente pratiquement rien. On parle de 2 milliards, dont 1,5 milliard, seul revient au RDP. C'est par rapport à leur nombre et pléthorique de conseillers, que ce soit les conseillers municipaux, les députés ou bien les conseillers régionaux. Les autres partis politiques doivent se partager les 500 millions là. C'est pratiquement impossible, c'est pratiquement insignifiant pour un parti politique. Les cotisations des membres, parce qu'en réalité, parmi les ressources des partis politiques, il y a les cotisations des membres. Oui. Mais combien de militants cotisent? Ils sont dans quelles conditions? Pour la plupart des militants, ils sont dans une simple pauvreté. Ils sont militants assumés, mais ils n'assument pas le statut de militant en apportant les cotisations. Le même débat se pose souvent au niveau des élus. Certains refusent pratiquement qu'on prélève leurs indemnités pour pouvoir balancer dans les caisses du parti. Donc les partis politiques ont des problèmes existentiels en termes de ressources financières. D'où la stratégie mise sur pied par certains partis politiques. Ça, c'est le problème de certains partis politiques. Il y a d'autres le problème est la réforme du code électoral. Le problème est la signature de la convention entre Elections Cameroun et l'ONU. Récemment, on a vu le PURS faire une sortie à propos. Pour vous, c'est impensable, c'est inimaginable, c'est à critiquer, c'est à dénoncer, mais est-ce que ça donne le ton, peut-être, de ce qui pourrait se passer au cours des prochains mois? En effet, voyez-vous, la signature de cette convention, autant avec l'ONU qu'avec l'ingérence française qui s'est manifestée à travers l'ambassadeur, est à contre-courant de l'idéologie portée par le PURS, qui est une idéologie panafricaniste, une idéologie de refondation de notre nation. Voyez-vous, donc, nous avons fait une sortie à propos, d'ailleurs pour les 2 cas, et cette sortie va conduire notre programme, notre discours politique tout au long de cette présidentielle. Le Cameroun est digne de souveraineté, ok? Le Cameroun est digne de souveraineté, d'indépendance, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun n'est pas indépendant, justement parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut prostituer la souveraineté du Cameroun en passant des accords incestueux avec l'ONU et la France. Je vous rappelle, sur le plan historique, que la première élection qui porte en Cameroun la tête du gouvernement a été organisée par l'ONU pour une élection qui a vu André-Marie Mbida accéder au poste de Premier ministre, qui était chargé de conduire le Cameroun à l'indépendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur la pression de la France, André-Marie Mbida a été mis en minorité à travers une motion de censure par les députés. Alors, bon, parce que les députés ont été corrompus à 250 000 francs CFA de l'époque. Il y a eu juste, elle a été battue sur une voix pour des considérations que je ne vais pas révéler ici.
Et c'est ce Cameroun-là que nous vivons, dans lequel nous vivons jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que la solitude du Cameroun, pour nous, n'est pas négociable. Et c'est ce sur quoi vous allez travailler au cours des prochains... Entre autres, parce que vous êtes également, vous comptez vous pencher également sur le problème anglophone, entre autres. Effectivement. Il nous reste 2 minutes pour sortir de l'émission. Au sein de l'UPC, on est pour... Je voulais conclure avec votre émission très rapidement. Je voulais dire un mot sur... nous considérons au sein du PURS les meetings hors des frontières nationales, que ce soit pour récolter des fonds, ou alors pour avoir la caution de nos bourreaux, nous les considérons comme des actes de trahison, simplement. Au sein de l'UPC, on est pour une candidature unique de l'opposition. La présidente de l'UPC a d'ailleurs fait une sortie dans ce sens lors du congrès de l'UMS le week-end dernier. On sait qu'on est dans un contexte où les intérêts individuels priment souvent sur le collectif. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que vous voyez votre ambition, cette ambition réalisable dans ce contexte? C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont formés, qui multiplient les concertations. Je pense notamment au groupe de Douala qui multiplie les concertations en vue d'une candidature unique. Pour vous, c'est possible d'avoir un seul candidat face à celui qui pourrait représenter le RDPC? Vous dites qu'on n'a plus que 2 minutes, donc vous me mettez une pression énorme. Il a dit quelque chose là qui peut porter à équivoque la relation qu'il a faite entre l'Angola et l'UPC. Nous sommes le MPLA et l'UPC. Nous sommes de vieilles formations combattantes et amis. Voilà. Ceci dit, il n'y a pas de lien d'argent entre nous. C'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, ce que vous avez dit peut être compris comme ça. Non, pas du tout. Moi, je l'ai compris comme ça. Non, c'est un exemple. Normalement, ça devrait être une opportunité. Non, j'ai dit, il faut... Bon, cet exemple peut être mal perçu. Si on peut balayer ça. Je reviens donc sur la candidature unique. Elle est souhaitable. Notre démarche, c'est pour ça que nous appelons union, est d'amener les Camerounais à se regrouper. Mais on se regroupe sur quoi? Sur les personnalités? Ce n'est pas possible. Sur des programmes. Or, quand on regarde les partis, tu ne vois aucun programme. Ils vendent les individus. Comment on va faire? Après on dit, ils ont des égos surdimensionnés. Mais s'ils n'ont pas fait le travail du rapprochement... Le PCRN a un programme, monsieur. Comment? Le PCRN a un programme quand même. J'attends de le connaître. J'ai fait des rapprochements avec le PCRN sur une question qui nous importe très fortement, qui est la réforme des chefferies. Pour extraire les chefferies de la domination de l'administration. Pour que les chefferies deviennent le premier niveau de la décentralisation. C'est pas une réponse. Et il y a ça dans vos programmes. Donc quand on va dans les éléments concrets, comme ça, à part les gros mots que nous savons utiliser, on ne voit pas de contenu. Donc pour vous, on devrait plus s'attarder sur les programmes que les personnes. Et au sein de l'UPC, on pense plus à une candidature unique qu'à autre chose. En tout cas, la consigne au sein de tous les partis politiques, c'est déjà de s'inscrire, aux citoyens, c'est déjà de s'inscrire sur les listes électorales. Peut-être en 10 secondes, vous voulez dire quelque chose? Je voulais montrer que en fait, la désapprobation au niveau des élections ne fait pas seulement une émanation du Cameroun. La dernière élection en 2023 au Nigeria, le Nigeria, c'est à peu près 220 millions d'habitants. On a eu à peu près 87 millions d'inscrits sur les listes électorales. Tinubu est arrivé vainqueur avec 8 800 000 électeurs. C'est noté. On voit un peu le gap qui montre que les Africains, de manière générale, n'aiment pas aller voter. D'où le rôle des partis politiques. D'où le rôle des partis politiques de mobiliser justement ces électeurs. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain, 10h30.